UDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, un député, notre collègue du groupe UDR, Charles Aloncle, a été suivi pendant plusieurs heures et sans doute plusieurs jours dans les rues de Paris jusqu'à la porte de son domicile. Puis, des photographies prises dans l'illégalité la plus totale et révélant sa vie privée ont été publiées dans le seul but de mettre en cause son intégrité. Selon les révélations de Mediapart, cette traque aurait été organisée, financée et relayée par de puissants intérêts privés. Ne nous y trompons pas. Il ne s'agit pas d'une simple paparazzade, mais bien d'une entreprise méthodique destinée à surveiller, intimider et salir un parlementaire dans l'exercice de son mandat. Dans une démocratie, la puissance de l'argent ne saurait conférer un permis de traquer, la puissance médiatique un droit de diffamer et l'influence un privilège d'impunité. L'indépendance de notre Assemblée et la liberté de ses travaux sont une garantie essentielle de notre démocratie. Ne pas condamner aujourd'hui de telles méthodes, c'est accepter que demain, l'argent et l'influence puissent intimider les élus, fausser nos débats et peser sur l'expression du suffrage des Français. Car autant la saisine du déontologue a pris 24 heures, à grand renfort d'annonces publiques, autant, depuis les révélations de les coulisses de cette opération, silence radio, silence coupable. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple et appelle une réponse tout aussi sommaire. Condamnez-vous sans ambiguïté ces méthodes de mafieux qui consistent à faire suivre un député pour mieux bâillonner notre Assemblée? Voilà. Car quand on arrive dans un pays, on doit être solvable et en aucun cas être une charge pour le pays d'accueil. Il est inconcevable de passer avant ceux qui ont déjà cotisé, contribué au financement de la construction de logements dont les Français ont plus que jamais besoin, Madame Simonet. Vous avez mis la France en faillite, surendetté les générations futures, mis notre pays en quasi-récession. Et nous n'avons plus les moyens de supporter le fardeau de l'immigration. Car aujourd'hui, les flux migratoires sont majoritairement non solvables. Ce sont 500 000 entrants par an. Et sur ces 500 000, seuls 15% travaillent, créant de facto, compte tenu de la faiblesse de leurs revenus et de leurs structures familiales nombreuses, une priorité étrangère au détriment des 3 millions de Français qui attendent depuis de longues années, tandis que les ressortissants extra-européens tout juste arrivés leur passent devant. La classe moyenne française a été peu à peu exclue du logement social, remplacée par une population immigrée surreprésentée. Si l'on se réfère au rapport du préfet Auboin, les logements sociaux sont occupés par 35% d'immigrés, alors qu'ils représentent 11% de la population globale. C'est là un grave déséquilibre. Nous voulons rétablir, chers collègues, l'ordre en expulsant définitivement les fauteurs de troubles qui sont systématiquement relogés lors des rares expulsions médiatisées. Oui, vous m'avez bien entendu, avec le droit au logement opposable, les quelques trafiquants de drogue rarement expulsés sont relogés par les préfets. C'est pour les Français intolérable. Alors si les Français nous accordent leur confiance en 2027, le logement social sera au cœur de notre programme, intégré à la politique sociale dans son ensemble, et il retrouvera ses lettres de noblesse. C'est-à-dire qu'il faudra un extrait du casier judiciaire pour toute demande d'attribution. Les trafiquants et autres fauteurs de troubles seront expulsés sans possibilité de retour. Les bailleurs sociaux seront mis face à leurs responsabilités et nous entendons leur donner les moyens d'agir pour rétablir la sécurité et la quiétude dans chaque résidence HLM. La nationalité française sera un critère prioritaire d'attribution d'un logement social. Nous mobiliserons le foncier d'État massivement délaissé pour construire. L'accession sociale à la propriété sera massivement relancée. Vivement 2027, vivement l'application de la priorité nationale et le retour de l'ordre dans le logement social avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Depuis un jour, Madame Oum, les idéologues ont remplacé les ingénieurs. L'extrême gauche décroissante, les ayatollahs verts, les technocrates bruxellois pilotés par le grand capital se sont retrouvés autour de la même table. C'était une alliance improbable. Comme souvent, avec les plans des technocrates et des gauchistes, tout a marché, sauf le résultat. Ils ont imposé une énergie instable, les panneaux photovoltaïques et les éoliennes. On nous promettait l'écologie, nous avons obtenu l'importation de matériel chinois, la pollution des sols et la destruction des paysages. On nous promettait l'indépendance énergétique, nous avons obtenu la dépendance vis-à-vis de la Chine, des panneaux qui viennent de Chine, des batteries qui viennent de Chine, des terres rares qui viennent de Chine, des éoliennes qui viennent du même endroit. Et la facture, elle arrive bien en France.
Sans parler des conditions d'extraction des terres rares, mines à ciel ouvert, bains d'acide, exploitation d'enfants au Congo. Au fond, on s'achète une bonne conscience écologique au détriment des droits humains, de notre souveraineté et même de l'environnement. La nature étant ce qu'elle est, n'en déplaise aux écolos, nous ne maîtrisons ni la force du vent, ni l'intensité du soleil. La production de ces énergies intermittentes est décorrélée de la consommation. Résultat, la France a connu l'équivalent d'un mois d'un prix négatif pendant un mois en 2025. Les Corses ont donné beaucoup de leurs enfants pendant la Première Guerre mondiale. Les Corses se sont donnés à fond pour la République. Ils ont fait des carrières dans l'administration, ils ont fait des carrières dans l'armée. Ils sont devenus parfois plus français que les Français. Et puis les Corses surtout. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une île qui a été une île de résistance. Pendant que vos ancêtres, eux, ne l'étaient sans doute pas. Donc, non. Donc, ne fantasmez pas une identité corse qui vous rejette depuis toujours. Monsieur Salmon, pour un rappel au règlement. Madame la Présidente, un rappel au règlement sur la base de l'article 70-3. C'est pas possible, monsieur, de dire ça. Moi, je ne connais pas vos parents, je ne connais pas vos grands-pères, je ne jugerai pas ce qu'ils sont. Moi, mon grand-père, il était résistant. Et je suis très fier de lui. Je suis très fier d'avoir eu un grand-père. Ma grand-mère, elle est morte en 1940. Mon grand-père, il était résistant. Alors, vos propos sont inadmissibles. Inadmissibles. Moi, je ne parle pas de vos grands-parents. Je ne sais pas qui sont vos grands-parents. Et je m'en contrefous. Mais c'est inadmissible. En réalité, vous êtes cruellement en retard. En avril 2022, votre ministère affirmait encore qu'il n'était pas opportun de créer un délit routier au motif que les consommateurs étaient trop jeunes pour conduire et qu'aucun appareil de dépistage n'existait. Quelle déconnexion tragique face aux accidents mortels qui ont continué de sévir sur nos routes. Aujourd'hui, vous changez d'avis et c'est tant mieux, mais votre texte souffre d'un immense angle mort. Aucun appareil de détection n'est mentionné. Vous renvoyez nos forces de l'ordre à la constatation manifeste. C'est un bourbier juridique pour les policiers et les gendarmes qui devront juger à l'œil nu de l'hilarité et de l'euphorie d'un conducteur, ouvrant la voie à une avalanche de contestation et laissant nos forces de l'ordre sans aucun outil. Pourtant, ces détecteurs existent et ils fonctionnent. Le Danemark équipe déjà ses forces de sécurité avec des dispositifs fiables. Et le comble de l'absurdité, monsieur le ministre, c'est que le fournisseur de nos voisins danois n'est autre qu'une entreprise française, reconnue et récompensée par le prix du ministère de l'Intérieur au concours Lépine 2026. Et alors que le savoir-faire français sécurise les routes danoises, nos propres ministères refusent le dialogue avec une entreprise française. Flagrant délit de récupération, quel est le rapport entre l'affaire Liana et le planning familial? Soyons précis, soyons sérieux. Et pour celles et ceux qui nous suivent à la télévision, vous entendrez une fois de plus le groupe de la France Insoumise dans l'insulte, dans l'invective et dans les cris, sans aucune forme de respect. Il est évident que la question du planning familial est une question importante. Mais vous êtes repartis dès la semaine dernière, hurler de nouveau, continuer de crier, avec une main évidemment méprisante, comme d'habitude. S'il vous plaît. Non mais, seul le Premier ministre a la parole, je vous rappelle. La France eh bien, oui, pas vous. connaît une grande émotion suite au meurtre d'une jeune fille. Et vous semblez trop pressé de vouloir faire cette récupération politique. Donc, ouvrons tous les débats, toutes les questions, y compris celles des moyens, y compris celles des associations. Mais de grâce, stop à votre cynisme. Merci, monsieur le Premier ministre. Mais je le dis ici, si nous introduisons, je dis bien dans la Constitution, que nous donnons une définition et une assise juridique à un peuple, ici le peuple corse, alors mécaniquement, et pourquoi pas dès cette séance, nous devrions discuter du fait qu'il y a aussi un peuple breton, un peuple normand, un peuple occitan, un peuple basque.
Alors pourquoi pas, me direz-vous? Je respecte cette position. Non mais je le respecte, Iñaki. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut discuter. Je suis favorable à une 6ème République qui pense cette question-là. Mais introduire seulement sur une des composantes et ne pas engager la discussion sur le reste est en vérité assez violente et peu cohérente. Voulons-nous, cette fois-ci je m'adresse plutôt à mon camp, en cette période de montée des guerres identitaires, voulons-nous que la discussion qui vient dans les mois qui viennent et pourquoi pas l'année, soit celle désormais d'une définition à partir de ces composantes multiples de ce qu'est notre peuple, ou essayons d'avoir pour fil conducteur l'égalité, quelles que soient vos convictions spirituelles, la couleur de votre peau et d'où vous venez. C'est ça la dynamique de la discussion si nous introduisons ce type d'argument. Donc oui, à ce que la Corse bénéficie de la solidarité nationale, mais introduire ce type d'argument nous amène dans une dynamique totalement déstructurante pour la nation. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, nous condamnons évidemment sans réserve tout ce qui vient toucher à la vie privée d'un parlementaire et d'un citoyen, c'est une évidence. Je n'ai pas davantage de commentaires à faire sur l'ensemble de ce que vous avez mentionné dans votre question. Ce que je peux effectivement vous dire et vous redire, et je pense que nous l'avons toujours défendu, c'est le respect du droit à la vie privée auquel les uns et les autres ont tous le droit d'aspirer ici. Je me permets néanmoins une petite remarque, en tout cas un petit ajout sur ce que vous avez mentionné concernant la saisine du déontologue. Je crois que la présidente de l'Assemblée nationale travaille de manière équitable, elle est dans son rôle et quiconque n'a rien à se reprocher n'a donc rien à en craindre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, la présidente de l'Assemblée nationale est dans son rôle lorsque... voyant un doute, elle saisit le déontologue. Mais nous aurions souhaité par la suite une marque de soutien à un élu pris en cabale injustement par des intérêts privés. Et notamment, car dans cet hémicycle, tout le monde se fait fort de défendre les femmes, à une collaboratrice qui a été roulée dans la boue et dont la réputation a été livrée en pâture. Merci à tous. La séance... Le texte que nous examinons aujourd'hui est gravissime. Derrière un affichage prétendant favoriser l'accès au logement des agents publics, il a en réalité pour conséquence de généraliser la précarité locative à tous les agents publics. En effet, la clause de fonction que vous généralisez dans ce texte à tous les employeurs publics prévoit que les logements sociaux attribués puissent être repris aux agents s'ils quittent leur emploi ou même tout simplement s'ils changent de poste. Après les emplois précaires, vous inventez les logements sociaux précaires attachés à un poste. Qu'un agent ou qu'une agente soit muté ou change de poste, elle ou il perd son logement avec son couple, avec ses enfants. Si elle ou il part à la retraite, il risque l'expulsion locative, alors même que la retraite s'accompagne le plus souvent d'une baisse de revenus et d'une précarisation. La généralisation des baux précaires, y compris dans le parc social, et donc des expulsions. On sait que c'est le projet de certains d'entre vous, à commencer par M. Kasbarian. On connaît l'impact de ces logiques qui ont d'ores et déjà des conséquences dramatiques. La multiplication des expulsions locatives, plus 60%. Voilà le résultat de votre politique. La hausse constante, en bout du nombre de morts de la rue. Concrètement, que veut dire cette loi ? Mais avant de voter ce texte, rappelons-nous bien ces évidences. Nos barrages ont été conçus par les Français eux-mêmes et avec leur argent. Ces derniers ont toujours été délégués à des entreprises françaises, au service d'un intérêt national. Dès lors, la Commission européenne n'a aucun droit de se prononcer sur l'avenir de nos centrales. La France et les Français ne doivent rien à l'Union européenne. Le texte issu de cette CMP conserve ainsi une disposition que nous considérons comme profondément contraire à l'intérêt national, et l'article 12 constitue pour le Rassemblement national une véritable ligne rouge. Derrière des mécanismes techniques et des formulations complexes, cet article organise en réalité la mise à disposition d'une part significative des capacités hydroélectriques françaises dans une logique directement inspirée des exigences du marché européen de l'énergie. Autrement dit, alors même que nous affirmons vouloir reconquérir notre souveraineté énergétique, nous acceptons dans le même temps de maintenir des mécanismes qui limitent notre liberté d'action sur nos propres capacités de production. Cette contradiction est incompréhensible. Nous avons... Pourquoi ? Parce que tout de même, monsieur le député, mon cher collègue, ce projet de loi constitutionnelle, il est proposé par le président de la République que vous soutenez.
Et vous appartenez à une famille politique qui aujourd'hui soutient globalement un président de la République qui signe en tant que chef de l'État cette proposition. Un président de la République qui s'est rendu en Corse en 2023 et qui a dit qu'il fallait doter la Corse d'un statut d'autonomie qui lui est propre. C'est ce qui est proposé aujourd'hui. Et je trouve que c'est dommage aujourd'hui de dire que cette proposition, qui émane de la volonté également du président de la République lui-même, se détourne de la République. Ça, c'est... Est-ce que, oui ou non, nous estimons que la Corse, du fait de son insularité, du fait de la discontinuité territoriale, mais aussi du fait d'une histoire, d'une culture, qui est un creuset, est-ce que la Corse, j'allais dire, recueille un peuple corse? Voilà. Il y a des gens ici qui ne sont pas d'accord. Nous estimons que l'histoire, quelque part, aujourd'hui, dessine cette perspective et que nous savons que dans la discussion qu'il y a eu avec la majorité de l'exécutif, eh bien, le terme peuple ne pouvant pas être utilisé, on tourne autour de la question de la communauté. Ce qui est bien dans l'amendement qui a été présenté, c'est que très clairement, même si à notre avis, il faut peut-être sans doute le préciser encore dans un amendement qu'on présentera ultérieurement, mais le fait que ce soit une communauté insulaire signifie clairement que font partie de cette communauté tous ceux qui habitent en Corse, quelle que soit, j'allais dire, leur origine, leur race, leur religion, le fait qu'ils soient nés ou pas. C'est comme... Je voulais profiter de cette discussion pour revenir sur le terme d'autonomie insulaire parce que cela a toute son importance. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, ne faites pas semblant, effectivement. Ne faites pas semblant, madame, ça a un lien direct, madame la présidente, avec ce texte. On est sur les sous-amendements et les amendements. Et ça a un lien direct, madame, sur cette discussion. Et j'ai donc un temps de parole dont je peux évidemment disposer. Sur les sous-amendements et les amendements, monsieur le député. Mes propos ont un lien direct, évidemment, avec ce texte. Et donc, in fine, forcément, avec ces amendements et ces sous-amendements. Nous sommes sur les sous-amendements et les amendements. Oui, madame, amendements. et je le disais, mes propos ont un lien direct avec ce texte et donc avec ces amendements. Mais si vous me laissez parler, je pourrais alors sur l'amendement et ses sous-amendements l'expliquer. Mais il y a un avant-propos qui est inévitable pour pouvoir expliquer ma réflexion. Ne faites pas semblant, je vous l'ai dit, madame la ministre et monsieur le rapporteur, de ne pas connaître le terme d'autonomie insulaire. Et je vous renvoie... Elle existe déjà dans notre droit. L'article 74, par exemple, prévoit expressément que des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population. Ça donc existe déjà sur le territoire national, du moins sur une partie du territoire national. Vous avez par exemple la préférence polynésienne en matière d'accès au logement et à l'emploi en Polynésie française. C'est une réalité, cela existe déjà. Et je vous rappelle par ailleurs que plus de 70% d'ailleurs des Français approuvent la priorité nationale. C'est aussi une réalité. Ensuite, sur le fond de l'amendement, madame la ministre, monsieur le rapporteur, pardonnez-moi, mais vous ne pouvez pas balayer le débat de fond. Et vous nous dites ce soir, on en a déjà parlé hier, donc on n'en parle pas ce soir. Mais excusez-moi, vous avez hier critiqué l'amendement déposé par Marine Le Pen en lui reprochant d'être un seul bloc et vous avez renvoyé les discussions à plus tard en disant on discutera alinéa par alinéa. Et maintenant que nous y sommes et que nous avons des amendements alinéa par alinéa, vous nous dites on en a parlé hier, on ne débat pas ce soir. Ce n'est pas très sérieux, alors même encore une fois que l'amendement présenté par le collègue Rambaud parle de sujets très importants et notamment... Les chiffres sont connus, la trajectoire est documentée, mais collectivement, nous faisons comme si nous pouvions encore attendre en refusant d'écouter les économistes qui tirent la sonnette d'alarme. 420 milliards d'euros par an, 25% de la dépense publique, 50% du déficit si l'on regarde avec honnêteté les cotisations patronales artificiellement gonflées pour mieux masquer ce déficit. Et des chiffres qui vont continuer à se dégrader puisque l'INSEE a publié son dernier rapport indiquant que le nombre de personnes de plus de 65 ans en France va augmenter
de 6 millions dans les 40 prochaines années. Et qui va supporter ce poids toujours plus important de la solidarité nationale? Les actifs et leurs enfants après eux. Le Conseil d'orientation des retraites vient en effet de publier son rapport annuel. Il indique désormais que pour simplement maintenir le système à flot, il faudrait décaler l'âge de départ à 66,7 ans en 2070. Notre responsabilité est de dire la vérité aux Français. Ma question est donc simple, Monsieur le Ministre. Quelles mesures... Vous proposez l'autonomie insulaire. Je demande à ce que l'on s'arrête quelques instants sur cette formulation. Quel est le sens de l'autonomie insulaire? Ça veut dire quoi? Une autonomie n'est pas insulaire. En aucun cas, un statut juridique n'est pas insulaire. Un régime juridique ne peut pas être insulaire. Pardon de le dire de façon peut-être un peu trop directe, ça n'existe pas. Une autonomie ne peut pas être insulaire. Donc il y a des régimes juridiques, il y a des statuts, il y a un statut juridique d'autonomie contre lequel vous pouvez être ou pas, mais une autonomie, un statut ne peut pas être insulaire. Parce que réfléchir... Pardon. Ah oui, il suffit de décider quelque chose qui ne veut rien dire. Mais on peut effectivement faire beaucoup de choses en ce sens. Moi, je souhaite qu'on évite. Donc je dis simplement, sous le regard de chacun, on parle entre nous d'une certaine façon en transparence. L'autonomie insulaire pose un vrai problème de définition parce que je ne vois pas comment on pourrait justifier cette formulation qui, honnêtement, ne veut pas dire grand-chose. Donc